François Oudessec, bonjour, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ça ne devrait pas être la dernière, parce que vous sortez bientôt un nouveau livre sur les maréchaux de Napoléon. Donc peut-être qu'on se reverra à ce moment-là. Mais là, je voulais absolument vous rencontrer pour parler d'un livre absolument extraordinaire, Vivre la Grande Armée, être soldat au temps de Napoléon, publié par le CNRS Éditions. Je vais dire un peu pourquoi je voulais vous rencontrer, mais d'abord je vous présente en quelques mots, vous me corrigez s'il faut. Vous êtes membre de la Fondation Napoléon, chargé des projets spéciaux. Peut-être vous nous direz en quoi ça consiste les projets spéciaux de la Fondation Napoléon. Mais surtout vous êtes historien et donc vous écrivez des livres sur la Grande Armée essentiellement. Vivre la Grande Armée, être soldat au temps de Napoléon, moi j'ai trouvé ça fascinant parce que pour une fois on parle quasiment pas de Napoléon, sauf un petit peu à la fin. Donc c'est un livre sur la Grande Armée quasiment sans l'empereur. C'est surtout un livre qui est à la fois un livre d'histoire militaire, mais un livre d'anthropologie, un livre de sociologie de la guerre. C'est quelque chose de, à mon sens, très original dans les études napoléoniennes. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Alors, il y a eu plusieurs inspirations, on va dire. Déjà, un livre, ça vient toujours d'une interrogation, et la première des interrogations a été, mais pourquoi est-ce que pendant la Première Guerre mondiale, les soldats sont des martyrs, victimes d'une barbarie et d'un chaos gigantesque, et pourquoi les soldats du Premier Empire sont considérés comme des figures romantiques qui crient vive l'empereur, qui courent vers la victoire, les héros, etc. etc. Et de là, j'ai commencé à travailler sur tous les aspects de la guerre, en m'inspirant en fait justement des problématiques de la Première Guerre mondiale, parce que, en fait, à force de travailler cette matière, ces témoins, tous ces témoignages qu'il y a pu y avoir pendant toute la période impériale et après, en fait, je me suis aperçu que nombre de choses qui étaient dites par les historiens du XXe siècle, eh bien, en réalité, on avait des similitudes, voire des concordances très fortes entre les deux, y compris dans les correspondances. Donc je me suis dit, c'est pas normal qu'il y ait comme ça des martyrs et des héros. Évidemment, on s'aperçoit que très vite, l'image a été biaisée notamment par les témoins eux-mêmes, parce que en fait, les gens qui ont écrit leur mémoire, en fait, sont des gens qui ont apprécié leur passage dans la Grande Armée, qui regardent tout ça avec un brin de nostalgie, alors nostalgie bienveillante, c'était une aventure, c'était leur jeunesse, donc résultat, en fait, ils ont raconté les choses de manière bienveillante et épique et héroïque, passant très vite sur les passages les plus douloureux. Quand on relit tous ces mémoires, en fait, on s'aperçoit qu'ils parlent aussi de tous ces passages douloureux, de la vie en campagne, du chaos de la bataille, ils parlent de tout ça, de leur peur en pleine bataille. Et donc, en relisant ces mémoires, on s'aperçoit en fait qu'il y avait un écran de fumée devant la Grande Armée, écran de fumée créé par eux-mêmes, par les gens qui ont raconté tout ça, dicté quelque part aussi par Napoléon, parce que c'est vrai qu'il est absent, mais il est toujours là. C'était aussi mon but, de ne quasiment pas parler de Napoléon, parce que là je voulais vraiment parler des hommes, pour faire une histoire humaine de tout ça, parce que la guerre, si c'est souvent un problème matériel, un problème de tactique, de stratégie, eh bien c'est aussi et avant tout une histoire humaine. Oui, parce qu'évidemment Napoléon est un grand stratège, on parle beaucoup de son génie militaire, mais pour arriver au résultat qu'il a obtenu, il faut qu'il y ait la machine derrière, il faut qu'il y ait la Grande Armée, et évidemment derrière la Grande Armée, c'est ces millions de soldats qui vont risquer leur peau sur les champs de bataille. Ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez les outils mis au point par Stéphane Aubin-Rousseau, Annette Becker, pour travailler sur une période qui s'est passée 100 ans avant la Première Guerre. Ouais, ça a vraiment été ma démarche. J'ai regardé d'abord tout ce qui s'était fait sur la Première Guerre mondiale, et puis c'est vrai qu'après je me suis aussi inspiré de tout ce qui s'est fait autour de la psychologie et de l'anthropologie militaire au XXe siècle, notamment ce qui est né chez les psychiatres, les psychologues, ce qui est né en fait de la Deuxième Guerre mondiale et de tout ce qui est traumatisme militaire. J'ai eu la chance de participer pendant près de 2 ans à des séminaires à l'école militaire, où là on était un certain nombre de spécialistes, et de spécialistes de période, en fait, par période, et quand on avait des questions sur tel ou tel point, et puis quand on écoutait tout le monde, on s'apercevait que finalement il y avait énormément de concordance,
et de similitudes entre les différentes époques. Et puis au fur et à mesure de me questionner, je me suis dit, je vais me lancer dans une grande étude parce que vraiment, il y a quelque chose à faire sur le Premier Empire qui n'est vu, parce qu'à l'époque, on ne parlait que d'héroïsation et de gloire de la guerre. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire réellement et de lever comme ça tout ce... L'autre chose qui est frappante quand on vous lit, parce qu'on se dit que cette armée, c'est une armée donc, du début du fin 18e, début 19e siècle, l'éducation, l'alphabétisation est moins répandue qu'en 1914, où on a des courriers magnifiques de graphie, d'orthographe et de grammaire, mais il y a quand même beaucoup de témoignages de gradés, mais pas seulement aussi d'hommes du rang. Il y a énormément d'écrits, alors ce n'est pas forcément des choses publiées, il y en a beaucoup publiées, mais il y a aussi beaucoup d'archives privées, et ces gens écrivaient beaucoup en fait. Oui, ils se sont sentis acteurs de toute cette épopée, de toute cette aventure, et donc très vite, ils vont se mettre à écrire dès l'époque. Ensuite, il va y avoir en fait tout un mouvement parce que, ils vont penser un peu comme ce que dit Maurice Genevoix, qu'ils sont les seuls à pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu, et donc ils vont réécrire leur mémoire. Alors on connaît tous les La Baume, les Ségur, qui vont être publiés très tôt, mais ces hommes en fait vont s'inspirer de ça. Et puis ils vont commencer à raconter leur histoire. C'est l'histoire de Coignet qui est dans son café à Auxerre et qui va parler comme ça à qui veut l'entendre de ses aventures militaires. Et puis arrive un moment, il y a deux journalistes qui vont dire mais ça c'est super intéressant, on va en faire un livre. Et il y a aussi ceux qui vont tout simplement raconter au coin du feu, un peu comme le médecin de campagne de Balzac, à qui veut l'entendre. Et puis il y a ceux qui ont aussi envie qu'on raconte uniquement à leur famille et puis qui écrivent pour leur famille, pour laisser une sorte d'héritage mémoriel. Et puis il y a ceux qui veulent témoigner quand même de l'horreur de tout ça. On en a quelques-uns qui vont aller très loin dans le témoignage. Donc ils écrivent pendant, après, et même, alors, finalement c'est qu'un tout petit nombre, parce qu'il y a eu 2 300 000 hommes qui ont écrit, qui ont été conscrits, qui ont combattu. Et finalement on est à quelques pourcents d'écrivains réellement. C'est pareil, ceux qui vont écrire à leur famille des lettres, qui sont là grosso modo pour dire je vais bien, ne t'en fais pas, c'est le principe même de la lettre. On estime qu'il y a environ 30-40% de scripteurs dans la Grande Armée, donc en fait on est sur un tout petit volume de soldats. Donc quand on combine les deux, on a deux visages de la Grande Armée, celle qui est intime, qui est, on va dire, les arrière-cours de la Grande Armée. C'est les lettres, quelque chose d'écrit sur l'instant, et puis quelque chose qui est un tout petit peu plus retravaillé, qui est le témoignage. Et le but, justement, c'est d'essayer, en combinant ces deux sources, qui sont les sources classiques d'études de la Grande Armée, on arrive à avoir un visage un petit peu plus réel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le début du 19e, ces guerres napoléoniennes, c'est la première fois, finalement, qu'il y a une telle émergence de témoignages. Pour en avoir beaucoup discuté avec Hervé Drévillon qui fait la préface du livre, en réalité, les périodes d'avant, eh bien, on n'a quasiment pas de témoignages. Et même pour le 19e siècle, on va avoir quelques témoignages, mais très peu. La prochaine émergence comme ça, ce sera la Première Guerre mondiale. Alors on va rentrer dans le cœur du livre. Donc, ces hommes vont être conscrits, vont faire partie de cette armée révolutionnaire d'abord et napoléonienne ensuite. C'est quelque chose d'assez inattendu pour eux, parce que c'est quelque chose de nouveau. La masse d'hommes qui vont être appelés, les combats qui vont se profiler, dont ils ignorent absolument tout d'ailleurs. Et surtout, comment ces hommes deviennent des soldats de l'armée de Napoléon. Ce que vous le décrivez très très bien, c'est à la fois une aventure, un traumatisme, un saut dans l'inconnu. Comment on devient un soldat de la Grande Armée ? Alors déjà, tout commence par la conscription, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où la conscription prend un jeune entre 20 et 25 ans, ces jeunes n'ont jamais quitté leur campagne, et donc résultat, ils n'ont pas plus envie d'aller à la guerre. Partir à la guerre, la fleur au fusil, ça n'est jamais réellement existé, et donc s'arracher à une famille, un territoire, à des amis qu'on connaît, dans un village, pour aller faire la guerre à l'autre bout de l'Europe, ou pour des guerres qui s'éloignent en plus des frontières, les gens partent plus résignés que vraiment enthousiastes. Alors, on aura toujours des gens qui penseront que la guerre est un accomplissement, que l'armée est une aventure. L'armée a encore beaucoup cette image-là, au XIXe siècle.
mais on a quand même beaucoup de résignés, et puis on aura toujours ceux qui de toute manière ne voudront pas y aller. Et eux vont trouver des moyens pour s'en sortir. Mais globalement, il faut bien voir que quasiment tous vont essayer à un moment ou à un autre d'imaginer une solution. Alors, les solutions qui sont classiques, le remplacement, le mariage, etc. etc. Parfois même l'ésotérisme, il y a des histoires qui sont assez drôles. Voilà, on essaye de s'en sortir, et puis quand on ne peut plus faire autrement, on y va. Puis après, il y a tout le processus. Alors un processus qui est très élaboré, et puis qui va devenir de plus en plus complexe, surtout qui va se rigidifier de plus en plus. Par exemple, avoir un simple certificat médical, à la fin de l'Empire, il est quasiment impossible de s'en sortir avec ça, parce que en fait, il y a tellement de simulateurs que finalement, les préfets et les maires qui dirigent tout ça, et surtout les préfets qui sont les agents de l'État, et c'est eux qui vont vraiment durcir tout ça, vont devenir de plus en plus sceptiques face à quelqu'un qui va venir avec un œil un peu borgne, ou dire qu'il est un petit peu sourd, enfin bon, ou même une des grandes excuses qui va être tentée, dans les territoires non francophones, il y a beaucoup de territoires non francophones finalement, que ce soit les Bretons, les Basques, même les Normands, les Savoyards, enfin, sans compter les Belges et les Suisses évidemment, et bien là on va essayer de jouer sur la langue en disant je comprends rien, la seule chose c'est que ça ne va pas fonctionner évidemment, parce que de toute manière il va y avoir des recrutements en Belgique, en Suisse, en Bretagne et ailleurs, et les gens vont rentrer dans la grande armée. Puis là, il y a tout un processus d'intégration, évidemment, avec un ancien qui va apprendre, qui normalement est francophone, aux jeunes non francophones pour leur apprendre la langue, etc. Mais c'est vrai que c'est un processus un peu long, c'est un véritable parcours initiatique, à partir du moment où ils ont été recrutés. Déjà, il y a un très long voyage, en règle générale, à partir du moment où on part de chez soi pour aller dans les dépôts régimentaires, dépôts régimentaires qui sont mis en place en 1803 pour former les conscrits. Les dépôts régimentaires sont souvent très éloignés des lieux de vie, donc là, sur ce voyage, déjà, ils vont avoir une première découverte, parce que la plupart n'ont jamais quitté leur domicile ou leur village, où ils ont été à 50 km à la rigueur du lieu de vie. Donc, voilà, et comment ça se passe? Ils sont regroupés, et ensuite, j'imagine qu'ils y vont à pied, déjà. Ils vont ni en charrette, ni en cheval, enfin, ils y vont à pied, donc il faut déjà le temps d'y aller. Comment, il y a des endroits de regroupement, ou bien ils y vont tout seuls et ils peuvent se retrouver tout seuls dans la campagne Alors il y a les deux. Les deux possibilités, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des conscrits qui voyagent tout seuls, et puis des conscrits qui voyagent en groupe. Alors quand le groupe, en règle générale, pour les régiments d'infanterie, c'est des groupes un peu importants, vous avez des officiers qui sont là pour les emmener et pour les faire cheminer. Alors le chemin peut être plus ou moins sympathique, parce que des fois, le soir, les conscrits sont enfermés à double tour dans des églises, dans des auberges et tout. Mais si vous êtes affecté à un régiment de cavalerie, où les groupes sont beaucoup plus petits, et bien là, vous pouvez cheminer tout seul. Par exemple, si vous venez de Nantes pour aller à Paris et que vous êtes affecté à un régiment de cavalerie, vous pouvez cheminer tout seul. Et en chemin, vous pouvez rencontrer tout ce que vous voulez, des gens qui vous embauchent, des gens qui vous détournent de votre chemin initial. Et évidemment, pour des jeunes gens qui découvrent tout ça et qui sont arrachés à leur terre natale, vous avez des phases de déprime. Et normalement, le départ qui est un moment de pleurs, finalement, un moment de larmes, notamment pour les Bretons, on a des descriptions absolument terribles où les gens partent en coupant leurs cheveux et les jettent dans un cercueil. Un préfet en Normandie dit que les conscrits partent, on a l'impression qu'ils vont à la guillotine. Donc c'est dire la résignation et la tristesse qui règne en fait dans ces moments-là. Et puis vous avez aussi la célèbre image de Boilly où on voit un cortège très joyeux qui quitte la capitale, et ce sont des images réelles. Les deux sont réels. Et c'est là où c'est compliqué en fait de comprendre, parce que quand on a une masse de gens comme ça, de 2 300 000 hommes, eh bien on a toutes les attitudes. Et tout l'intérêt, tout mon travail a été justement de ne pas me cantonner qu'à ceux qui sont contents de partir, ou ceux qui sont... Voilà. C'est d'essayer de montrer justement cette histoire plurielle et ce dégradé d'attitude entre le héros et le lâche, pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, parce que, évidemment, même ceux qui étaient contents de partir, au moment où ils sont partis, où ils ont dit au revoir à leurs chers parents, ça a été un déchirement, ça a été un arrachement. Il y a plein de détails justement dans cette première phase de recrutement, notamment la nudité. Ça, c'est une chose à laquelle on ne pense évidemment pas.
même si on n'est pas habitué à se balader tout nu dans nos contrées, mais à cette époque-là, il y a encore plus de pudeur, et ces hommes, pour la première fois, vont se retrouver nus devant des gens qui ne connaissent pas. Ils vont être tâtés, mesurés. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas et qui, pour eux, est important. Ben justement, c'est l'une des choses qui va être une grande découverte pour eux, parce que justement, ils passent devant un médecin. Pour la plupart, le médecin, il ne le voit que quand ils sont vraiment très très malades, et de toute manière, le médecin ne va pas les dénuder. Là, les médecins, justement, pour déjouer les simulateurs, notamment au moment de la conscription, eh bien, il va y avoir une première visite à nu, et quelle que soit la température. Alors, en règle générale, en plus, ça se passe au début de l'année, il fait vraiment pas chaud, et donc là, voilà, il y a une première visite à nu, et il y aura une deuxième visite à nu quand le soldat, après, parfois c'est en très long voyage, ça peut durer 4, 5, 6 semaines avant d'arriver au régiment, et bien là, on va visiter une nouvelle fois le conscrit pour voir s'il est toujours en état de fonctionner, entre guillemets, d'intégrer l'armée en réalité, et donc il y aura une seconde visite à nu. Alors dans votre livre, c'est pas que des anecdotes, hein, on en a parlé d'un détail, il y a beaucoup de détails comme ça qui sont pour ces hommes très importants, des choses que nous on ne peut plus, on a du mal à saisir parce que c'est plus du tout dans notre culture, nos habitudes, mais il y a beaucoup de petites histoires comme ça qui montrent à quel point ce passage de civils paysans, c'est surtout des paysans d'ailleurs, à soldats est quelque chose d'extraordinaire au sens propre du terme, quoi. Oui, on va dire le passage chez le coiffeur. Tous ceux qui ont fait leur service savent quel est ce moment terrible où le frater, enfin le coiffeur pour l'époque moderne, mais le frater au 19e siècle, coupe les cheveux. Et bien là, c'est exactement le même principe, d'autant que le poil est quelque chose de très important dans l'armée. La gestion pileuse est très complexe, et on voit que à travers ce poil, à travers le cheveu, eh bien, il y a plein de choses qui passent, notamment la mise en place de la figure du masculin, finalement. La moustache est accordée à certains régiments, il y a des scènes absolument qui sont vraiment drôles au niveau de quand il faut couper les queues, puisque pendant la fin du 18e et jusqu'au consulat, les soldats ont un catogan, et puis Napoléon décide, suite au conseil des hygiénistes, de faire couper les catogans aux unités hors garde impériale, puis la garde impériale va y passer. Alors, ce catogan était important, puisqu'en fait, il protégeait les coups de sabre, enfin, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on pensait, et il y a une vraie fonction. Si le coup de sabre est mal porté, automatiquement, il est contré par le catogan. Mais au début du 19e, il y a la coupe à latitude qui se met en place, et donc d'un seul coup, on va couper les catogans, et là va se mettre en place en plus toute une petite bataille, parce que notamment tout ce qui est cavalerie légère, ça fait partie intégrante de leur identité, donc ils vont se battre entre ceux qui ont les cheveux à latitus et ceux qui ont encore le catogan. Ils vont se battre, c'est la duchesse d'Abrantès qui raconte ça, et ils vont se battre en duel. Oui, il y a des choses, des choses croustillantes et drôles dans ce magma d'horreur. Donc on continue avec le cheminement du conscrit, donc il a été intégré à l'armée. Là, il va falloir faire ses classes, comme on disait au service militaire, mais à l'époque, je pense pas qu'on disait peut-être pas ça. On était en formation, en tout cas. En instruction. C'était l'instruction du conscrit. Alors, il y a une expression de l'époque qui est pas très belle, qui va courir tout au 19e, c'est-à-dire qu'on va débourrer le conscrit, pour la cavalerie notamment. Et donc, ça, ce sont des expressions qui prennent corps à ce moment-là, puisque la conscription est un système qui va être mis en place sous l'Empire, et puis ensuite, après une pause au début de la Restauration, réinstaurée, et qui va courir jusque dans les années 90. Donc là aussi, il y a des pages absolument extraordinaires dans ce que vous racontez. Mais on peut revenir sur quelques détails. Il y a d'abord l'habillement. La Grande Armée, c'est évidemment une Grande Armée chamarrée, avec des brocards, avec des bonnets d'ourson, avec tout un cérémonial. Dans votre livre, on s'aperçoit que le conscrit, c'est pas tout à fait ce qu'il va découvrir. Il y a des chaussures, il n'y a pas de pied droit, pas de pied gauche, les deux pieds sont les mêmes. Les habits sont souvent des trucs récupérés chez d'autres conscrits, des grands, des petits. Ça, c'est assez drôle et ça doit être assez troublant pour ces hommes. On les habille de bric et de broc, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, dans le processus, le principe de l'intégration dans une armée,
quelle que soit l'armée et de toute époque, c'est de faire perdre son individualité à un individu pour le faire rentrer dans un collectif, finalement. Et au fur et à mesure, bien, il apprend tout ça, les cheveux, on vient de l'évoquer, l'uniforme est un passage extrêmement important, puisque d'un seul coup, on gomme toutes les inégalités sociales, et dès l'époque, ils en sont conscients. Le fils de bourgeois ou le fils d'ouvrier est le même que le fils de paysan. Donc, on se retrouve un regard nivelé. C'est vrai que là, pour le coup, les uniformes sont rarement de la première fraîcheur. C'est vrai que les uniformes sont un pan important de la culture de la Grande Armée. Encore aujourd'hui, c'est ce qui fait un des prestiges de la Grande Armée. C'est vrai que l'évolution des techniques de combat a entraîné une pluralité, une diversité d'uniformes pour pouvoir distinguer les différentes unités sur le champ de bataille. Et du coup, les hommes qui vont mettre ces uniformes, en fait, vont investir ces uniformes d'un esprit de corps extrêmement prégnant. On pense au hussard. Jamais un hussard, pourtant l'uniforme est magnifique, il n'a aucune utilité. Hein, la pelisse, le dolman avec ses brandebourgs et ses rangées de boutons n'ont aucune utilité technique dans le combat, même y compris pour le soldat, mais jamais un hussard ne retirera ces différents éléments, parce que ça fait partie de son identité de hussard. Et tout ça, les soldats doivent le découvrir, le comprendre, les conscrits doivent le découvrir, le comprendre. Et c'est vrai que l'uniforme d'infanterie est le même quasiment que celui de 1793, et en fait par la forme il est le même que celui d'avant la Révolution. Il va évoluer, alors, tout ça en dépit du bien-être des soldats. Les hygiénistes vont être très critiques. Hein. Les hygiénistes sont tous ces soldats, ces médecins militaires qui vont en fait écrire à partir de la fin du XVIIIe, il y a un grand courant hygiéniste qui se développe en France, et qui vont écrire en fait sur justement le bien-être du soldat et comment faire en sorte que le soldat se sente mieux dans l'armée. Et eux vont être très critiques sur les uniformes. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces hommes marchent. Ces hommes vont à pied. Et ça aussi, c'est une chose évidemment, quand on réfléchit, on le sait très vite, mais quand on lit votre livre, on se dit, ces hommes marchent des centaines de kilomètres à pied, avec des uniformes qui pèsent lourd, mais surtout qui sont en laine, si j'ai bien compris, donc qui se gorgent de sueur, qui se gorgent de pluie, qui se gorgent de tout un tas de cochonneries que les hommes récupèrent. Et c'est des uniformes qui sont mal pratiques en fait. Ah, c'est des uniformes qui sont de leur temps, hein, parce que de toute manière il n'y avait pas vraiment autre chose, mais effectivement, d'un point de vue purement hygiéniste, c'est une hérésie complète, parce qu'en plus on ne doit pas laver les uniformes, on doit les battre, donc c'est assez complexe. Et tout à l'heure vous évoquiez les chaussures, c'est vrai que les chaussures sont un élément essentiel de la guerre napoléonienne, qu'on a souvent mésestimé. Alors il commence à y avoir pas mal de travaux sur ce petit élément qui est essentiel, et les hygiénistes disent par exemple que l'hygiène doit être irréprochable, donc on doit changer le linge de corps au moins une fois par semaine, et les chaussettes et les bas, il faut les changer plusieurs fois par semaine, et surtout pour éviter en fait, détail un peu sordide, que les bas ne pourrissent dans les souliers si l'hygiène n'est pas bien, et pas très bonne, et il faut garder le pied le plus sec possible. Et c'est vrai que là, tout ça, ils vont le découvrir, et puis la période de l'intégration, c'est aussi une période où il va y avoir plein de petits traumatismes. Alors, par exemple, Coignet raconte que quand il fait les exercices avec le fusil, eh bien, il faut taper sur la crosse du fusil, et donc ça lui fait des cales, et ça lui fait très mal dans le creux de la main. Ségur va dire que le fusil, au départ, pèse vraiment sur le bras. Parce que dans cette intégration, en fait, il n'y a pas de gymnastique. Donc, ce sont les exercices qui vont transformer le corps des conscrits, et qui vont aussi lui donner sa raideur et sa posture. Parce qu'un conscrit, en fait, tout est fait dans l'uniforme pour que le soldat soit le plus droit possible, y compris le col qui est très très haut, qui permet en fait d'obliger le soldat à se redresser, puisque le principe n'est pas d'être voûté comme le civil, mais d'être bien droit et avoir une attitude martiale, y compris pour le shako, cette coiffure avec la visière très très basse qui oblige le soldat en fait à relever le menton pour pouvoir voir en dessous, parce que sinon il n'y a pas d'utilité, ça ne fonctionne pas contre la pluie et tout juste contre le soleil. Donc c'est vraiment un outil utile pour assujettir en fait le soldat à l'attitude martiale qu'il doit avoir, d'abord sur le champ d'exercice et ensuite sur le champ de bataille. Mais c'est aussi, notamment pour les coiffures, ce sont aussi des éléments qui sont à la fois, on va dire,
pour embellir le soldat, parce qu'il y a une notion de beau dans tout ça. Il faut voir les illustrations qu'on peut avoir même au XIXe siècle. Hein. Quand Vernet va faire les gravures, eh bien, ce sont des véritables gravures de mode, dans des poses extrêmement maniérées. C'est vrai qu'il y a une recherche du beau, même Duhem dit qu'il faut qu'un habit habille. Donc on a une recherche du beau, une recherche de l'utilitaire, mais aussi du beau, puisqu'en fait chaque pièce d'uniforme, quelque part, a quelque chose d'utilitaire. Le shako, si on a pris ces coiffures, c'est aussi parce qu'elles permettent de, en partie, contrer le coup de sabre, y compris pour toutes les coiffures un petit peu très hautes. En fait, elles permettent d'amortir le coup de sabre et potentiellement éviter, si le coup de sabre est mal porté, si la main tourne au moment du coup de sabre, éviter que le soldat se retrouve avec une fente au milieu du crâne. Voilà, donc on a ce côté utilitaire, les jugulaires également, les cadenettes des hussards, c'est pour éviter les coups de sabre, etc., etc. On a partout des côtés utilitaires parce que l'uniforme est un outil de travail au même titre que le fusil ou le sac à dos, enfin le havre-sac. Dans les autres traumatismes, et ça aussi c'est important parce que c'est un changement complet d'univers pour ces hommes. C'est d'abord ils vont avoir des hommes au-dessus d'eux, des officiers ou des sous-officiers plutôt, qui vont les surveiller et les instruire. Il y a aussi les anciens, les brimades, il y a aussi le fait de dormir à deux dans un lit, le fait de faire la cuisine pour les autres. Ils passent d'un univers où, je dirais, dur mais bienveillant, familial, le village, à un univers d'une grande dureté et d'une grande sévérité. Alors à la fois d'une grande dureté et d'une grande sévérité, mais qui est aussi le creuset de la fraternité militaire qui naît au fur et à mesure de l'intégration. C'est vrai que c'est un parcours initiatique. Au fur et à mesure, tous les jours, pendant les périodes de classe, alors qu'ils peuvent être très très courtes, et c'est là l'un des problèmes de l'Empire, mais quand la période de classe est normale, c'est-à-dire qui dure 2 à 3 mois, eh bien le soldat va découvrir en fait au fur et à mesure son métier, et va prendre goût finalement à ce métier bien souvent, puisqu'on arrive résigné mais on finit par aimer ce métier qui a son charme, hein, les soldats le disent souvent, ce métier a son charme, et notamment la fraternité. Tout ça s'apprend au fur et à mesure du temps. C'est vrai que l'attitude des anciens, il y a, on va dire, à la fois un passage d'expérience, on va lui dire par exemple pour tes pieds, fais ceci, fais cela, etc., etc. On va lui apprendre les choses, mais l'ancien va être, les plus anciens vont être un petit peu durs, parfois à la limite de la brimade. Il y a même des histoires où les anciens vont profiter de la candeur et de la naïveté des soldats. Rapp en 1806 découvre qu'en fait il y a des systèmes de raquettes, on envoie travailler les gens à Strasbourg et puis quand ils reviennent on leur récupère leur argent, et ça c'est des choses qui vont exister, et c'est vrai que ce passage d'expérience est extrêmement important. D'ailleurs, il y a une chose que moi je mets en lumière dans le livre, c'est le fait de coucher à deux. Oui. C'est vrai que pour les soldats, d'un seul coup, ils couchent à deux. Alors c'est parfois inconfortable, on va dire, hein, mais c'est extrêmement important parce que ça crée en fait un binôme fraternel. Le but est de créer un binôme fraternel où les soldats vont en fait s'entraider, d'abord dans la chambrée, ensuite sur le champ d'exercice, et pour créer en réalité la cohésion sur le champ de bataille, pour qu'il y ait toujours en fait un soldat qui veille sur l'autre. Alors, et l'armée n'est pas complètement autiste et fait attention aux choses, parce qu'évidemment ça se passe, normalement l'appairage se fait au moment de l'intégration, mais quand on voit que la paire ne fonctionne pas, on peut changer. Voilà, il va y avoir des permutations. On connaît l'histoire de Marbeau notamment qui va déserter le lit commun parce qu'il y a un vieux hussard qui arrive avec son tablier de cordonnier, donc il ne sentait pas le muscle, hein, forcément. Il va pouvoir permuter, mais ça va arriver régulièrement qu'on permute en réalité et qu'on fasse en sorte de créer ces binômes fraternels. Et ensuite, quand la paire fonctionne bien, eh bien on a vraiment une fraternité qui se met en place, et lorsque l'un des deux va mourir sur le champ de bataille, ça va être un vrai traumatisme pour celui qui reste. Oui, c'est ça. Il va y avoir cette mécanique en fait. Alors, l'instruction, telle qu'on la voit sous le Premier Empire, en fait, naît au XVIIIe siècle. C'est pareil, il y a plein de choses, par exemple dans l'organisation de la chambrée, c'est Maurice de Saxe.
Donc on est vraiment au XVIIIe siècle, c'est là où vont naître les traditions. De toute manière, la Grande Armée, c'est finalement l'aboutissement de toutes les réflexions du XVIIIe siècle. Et ça va être l'acmé en fait de l'art et de la technique militaire qui naît au XVIIIe siècle. Et Napoléon va avoir ce génie en fait de porter à incandescence finalement un système qui naît au XVIIIe siècle, y compris dans l'armement, et de créer des synergies entre les différentes unités pour pouvoir en fait remporter les batailles. Là, on touche vraiment ce qui fait la force de la Grande Armée. Cette mécanique, en fait, c'est vrai qu'on la voit comme ça. Quand on la démonte, on a l'impression que tout fonctionne bien. Et en fait, on s'aperçoit que dès 1806, en fait, cette formation, et notamment cette formation des conscrits, en fait, dès 1806, commence à se gripper parce que en fait, des soldats vont se retrouver sur le champ de bataille très vite, avec des périodes de classe très très courtes, et donc vont arriver dans les escadrons ou les bataillons de guerre, comme on dit, eh bien, vont arriver en réalité avec moins d'expérience que leurs prédécesseurs, et les régiments vont commencer à s'en plaindre. Et ça va être un problème qui va en fait s'amplifier au fur et à mesure du temps, notamment avec la multiplication des théâtres d'opération. Et puis en 1814, on verra même des gens qui ne sauront quasiment pas se servir de leur fusil arriver sur le champ de bataille. Et là, on est sur encore une autre expérience de guerre. Oui, la guerre mange des hommes, il ne faut pas l'oublier, ça tue très vite et beaucoup. Hein. Oui, donc il faut les remplacer rapidement. Quoi. Juste pour finir sur la formation des soldats, il y a des pages aussi là, assez croustillantes et très éclairantes sur la formation des différentes armes, l'infanterie, l'artillerie, mais surtout la cavalerie, où à la fois on est dans une formation très technique, parce qu'il faut monter à cheval, quelquefois il faut tirer, il faut jouer du sabre, mais c'est aussi une formation mentale et culturelle très particulière, la cavalerie de Napoléon. C'est-à-dire qu'on leur propose des uniformes, par exemple, et ils refusent, parce que, comme vous disiez, ils ont un uniforme, même s'il ne sert à rien, même s'il peut les gêner, il ne faut surtout pas changer. Il y a une véritable culture qui est très différente. Bon, ça sera pareil dans les chars, dans l'aviation, au XXe siècle, mais là, je trouve que vous le décrivez particulièrement bien. Alors, il y a une culture d'armes. Hein. La cavalerie, il y a un vrai prestige à servir dans la cavalerie. Ça, c'est des choses qui naissent, pareil, hein, au XVIIe, XVIIIe siècle, où la cavalerie est l'arme noble par rapport à l'infanterie. Et donc, on va investir énormément, oui, l'uniforme. Les cuirassiers, par exemple, leur cuirasse est très lourde, mais quand il va s'agir de mettre une cuirasse au carabinier, il va falloir faire en sorte que, attention, les deux cuirasses ne soient pas pareilles. Et c'est pour ça que les carabiniers vont accepter, parce que la cuirasse va être dorée, donc ils vont rester l'élite de la cavalerie lourde. Voilà. Il y a un très fort investissement hein, d'esprit de corps, en réalité, et qui forment des particularismes dans toutes les unités. C'est vrai qu'il va y avoir quand même cette volonté de montrer qu'on n'est pas, par exemple, un carabinier n'est pas un hussard, il y a cette anecdote aussi, quand on veut donner des fusils aux cuirassiers, les cuirassiers vont dire non, on veut bien, ok, c'est une arme défensive, mais en fait on ne veut pas être assujetti à la petite guerre comme les hussards. Ça, c'est des armes pour les hussards, parce que la cavalerie lourde, c'est par essence une arme offensive et non pas une arme défensive, et donc on ne peut pas faire la petite guerre comme l'hussard. Mais c'est vrai que la cavalerie est investie d'un esprit de corps bien spécifique, et à chaque fois, on a des esprits de corps bien différents entre les différents soldats. C'est ça aussi que doit apprendre le conscrit, c'est-à-dire à la fois se comporter avec son uniforme, en fonction du civil, là c'est clair, mais aussi en fonction des autres porteurs d'uniforme, parce que la Grande Armée, en fait, on a l'impression qu'il y a un esprit de corps général sur la Grande Armée, et en fait on est sur un esprit de corps qui est morcelé, et qui commence dans la chambrée, et puis après c'est des cercles concentriques, et puis on dépasse rarement le régiment. On a un esprit de corps à la limite sur les hussards, parce que voilà, c'est un autre hussard, mais si l'autre hussard dit quelque chose de pas bien sur le 8e, et puis qu'on est du 7e, ça va mal finir, etc., etc. Et comme ça, on a des esprits de corps en cercle concentrique. Très vite, en fait,
l'esprit de corps se dilue finalement dans le cercle des inconnus de la Grande Armée, et puis encore une fois, hein, sur 2 300 000 hommes, il n'y a pas que des gentlemen, donc laisser son cheval ou sa pitance sur l'île Lobo ou ailleurs, en fait on est quasi assuré de ne pas le retrouver, parce qu'il y a des vols, et que dès qu'on n'est pas de son régiment, on regarde les gens de manière beaucoup plus difficilement. Une question que je n'avais pas pensé, mais tous ces hommes qui sont habillés, vêtus, chaussés, il y a une industrie derrière, j'imagine, pour fournir tout ça. Il y a des enjeux économiques, des enjeux pré-industriels, même industriels, vu les quantités. Ouais. Alors oui, bien sûr. Hein, ça, c'est un autre volet complet qui n'est absolument pas développé dans le livre, mais il y a tout le volet économique qui commence à être des études extrêmement intéressantes et importantes. Et pour les uniformes, hein, il y a toute une chaîne d'approvisionnement qui va être récupérée au fur et à mesure du temps par l'État, parce qu'en fait l'État essaye de standardiser tout ça pour essayer de faire des économies. C'est le problème du règlement Bardin hein, en 1812, parce qu'en fait l'État en fait récupère les structures la fourniture des uniformes, tout fait pour les soldats. Et donc on va avoir comme ça un passage, un transfert, au fur et à mesure l'État prend de plus en plus de place pour faire des économies, et le règlement Bardin est là pour ça. C'est-à-dire que pour éviter la multiplication à la fois des fournisseurs et des qualités d'uniformes fournis, eh bien on va standardiser tout ça, et puis surtout la forme des uniformes. On va faire attention à ce que désormais tous les uniformes soient les mêmes. Alors c'est un très beau règlement en 1812 qui vient en plus là, les hygiénistes ont donné leur avis. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que d'un seul coup, on prend en compte beaucoup plus en fait que ce qu'on l'a dit auparavant. On prend en compte le soldat et son bien-être, parce que évidemment, à toutes les échelles de la hiérarchie, on sait que si le soldat n'est pas bien, si le soldat est mal nourri, si le soldat n'a pas les bons uniformes, arrive un moment, il ne se battra pas. Donc c'est pour ça que dans les lettres de Napoléon, eh bien, on retrouve des quantités d'instructions pour dire qu'il veut que les soldats soient bien nourris, aient des bonnes chaussures et soient bien habillés, parce qu'il sait, lui, en tant que leader et commandant en chef, qu'il faut que les soldats soient bien nourris. Et ça participe aussi, c'est là où il apparaît un petit peu dans ce livre, ça participe aussi à cette manière de faire en sorte que le soldat ait conscience que Napoléon s'occupe de lui. Et ça, c'est un élément important de la psychologie des soldats. Pour finir sur l'information, il y a un petit chapitre, mais qui n'est pas négligeable, sur les femmes. Oui. Dans la Grande Armée, on se dit que ce sont des hommes qui se battent, mais il y a aussi des femmes qui suivent, il y a des épouses, des sœurs, j'imagine des filles, des cantinières, des prostituées. Des femmes dans les villages qui servent, qui sont rapinées, enfin il y a tout un univers féminin autour de la Grande Armée que vous évoquez, c'est pas négligeable en tout cas. Non, c'est pas négligeable. Alors c'est vrai que beaucoup d'études aujourd'hui se penchent sur ces femmes dans la Grande Armée. Il y a eu quelques femmes combattantes, mais c'est vraiment pour le coup, c'est l'épaisseur du trait, c'est l'exception, on va dire, qui confirme la règle, et ça c'est vraiment presque des cas exceptionnels. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir grossir le phénomène. C'est vraiment, pour le coup, dans la Grande Armée, c'est vraiment quelque chose de très plus que marginal. Plus que marginal. Après, il y a en guerre des relations hommes-femmes qui sont complexes. Parce que, évidemment, l'une des compensations du soldat, l'une de ses distractions, c'est de retrouver une femme, de retrouver une forme de normalité aussi, parce que la guerre projette le soldat, quel qu'il soit, dans un univers exceptionnel, et donc il a besoin de retrouver de la normalité. Et donc les relations hommes-femmes lui servent à ça, tout comme pour les femmes, vont chercher quelque part des protecteurs dans cette armée qui arrive à Vienne ou à Madrid. Elles vont chercher un protecteur parce qu'elles savent que dans la soldatesque, il peut y avoir des gens qui peuvent créer des débordements. Il y en a eu en Espagne ou en Autriche ou en Russie, hein, évidemment, c'est des choses qui se passent. Les viols de guerre sont une réalité d'un côté comme de l'autre, et c'est aussi une arme, et c'est aussi une arme de vengeance pour les soldats. Ça peut arriver, et ça de toutes les nations, de toute manière.
Et c'est vrai que ces relations hommes-femmes en guerre sont très complexes. Là, je me suis beaucoup inspiré d'un écrivain, enfin, d'un militaire qui a fait la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui va écrire toute son expérience et qui va beaucoup travailler sur justement l'amour et la guerre. C'est Jess Glenn Gray, et lui va bien expliquer comment les choses se passent. Et moi, en fait, en regardant, en lisant son livre, je me suis aperçu finalement que au 19e, il y avait quelque chose d'assez proche. Et c'est vrai que c'est assez complexe à décoder. Le sexe et la guerre ont une relation très proche. Et c'est vrai que bon, faut décoder tout ça, essayer de comprendre en fait comment les choses se passent, en essayant de pas plaquer en fait notre morale des fois. Oui, mais c'est parfois complexe, mais le travail justement dans la complexité, c'est des choses que moi j'avais jamais vraiment analysées comme ça. C'est que la dimension sexuelle évidemment est pas négligeable, c'est important, mais cette idée de retrouver une normalité, c'est presque plus important en fait. Oui, parce que en fait, la guerre est un état exceptionnel. Le champ de bataille est un moment exceptionnel qui projette tous les individus dans une autre sphère. Et donc, en plus, c'est un univers qui est très masculin, évidemment. Il y a les cantinières hein, qui sont présentes, mais qui ne sont, encore une fois, qui sont à la marge de l'armée. Donc, c'est un univers qui est extrêmement masculin. Donc, résultat, la relation avec une femme n'est pas forcément sexuelle, déjà, parce qu'on peut flirter, alors on ne disait pas ça comme ça à l'époque, mais on peut flirter sans jamais aller au-delà, parce que, quelque part, cette relation homme-femme va permettre aux soldats d'imaginer une vie après la guerre, finalement. Et tous, quelque part, lorsqu'ils vont rencontrer, ils vont fréquenter, ils vont avoir des fois des relations très proches avec certaines femmes, mais il n'y aura pas forcément de relations sexuelles. Mais d'un seul coup, ils se retrouvent dans un univers beaucoup plus, on va dire, plus normal, plus léger, plus léger, et qui les sort de cette bulle qui est la guerre et qui est le régiment, parce que c'est vrai que cette bulle, c'est une bulle de militaire où, évidemment, tout le jeu masculin se met en place. Il y a des concurrences, il y a des querelles d'ego, etc. C'est aussi ça, hein, l'armée, et retrouver, quand on est logé, quand un officier est logé chez l'habitant, d'un seul coup, il retrouve une espèce de bulle familiale qui le ramène quelque part à l'état avant l'armée, et ça c'est super important. C'est vrai que pour le soldat de base c'est plus compliqué, lui il a affaire justement à la prostituée, et le soldat et la prostituée sont un couple quasiment inséparable depuis l'aube des temps, parce que en fait, le soldat doit justement, c'est l'acte sexuel lui permet en fait de s'extraire de tout ça. C'est aussi tout le jeu, c'est ce que moi j'appelle les addictions compensatoires, hein, c'est l'alcool, c'est le jeu, c'est le sexe qui permet en fait aux soldats aussi de trouver d'autres occupations que de faire la guerre, parce que tout ça est aussi, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on les voit courir toujours, dans l'imaginaire on voit les soldats courir, toujours occupés, en fait non, il y a des grandes plages où ils ne font rien, et où l'ennui est quand même très présent.